qui essaye de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Dedans c'est dur, mais dehors c'est dur aussi, C'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, les sirènes, mon temps. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne. Et moi je traîne seul dehors. Politique dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à tous et bienvenue dans Casse-Muraille. Alors, Casse-Muraille, c'est une émission de radio qui revient chaque semaine sur les prisons et surtout sur les raisons de vouloir les détruire. On s'appuie au maximum sur la parole de celles et ceux qui y font face au quotidien. D'ailleurs, on va commencer aujourd'hui par lire un communiqué qui est sorti cette semaine de la maison centrale de Moulins-Yzeure et qui dénonce la nourriture dans cette prison pour très longue peine. Alors avant de lire ce communiqué, je dois dire que c'est une émission qui a été enregistrée pour une diffusion le 1er mai, mais que quand même pour cet enregistrement, il y a Gaëlle qui est là, bonjour. Ouais, salut. Et Yacha qui est là. Hello. Voilà, et du coup, on va pouvoir passer à la lecture de ce communiqué. Je rappelle que Maison Centrale, c'est les très longues peines. Donc, c'est des gens qui ont encore 10, 20 ou plus d'années à tirer. On mange du poison à la Maison Centrale de Moulins-Yzeure. Depuis des mois, au sein du quartier Maison Centrale de Moulins-Yzeure, les conditions d'hygiène relatives à la nourriture sont tout simplement inhumaines et dégradantes. Les gamelles, sorties de frigo régulièrement en panne, sont servies pourries, avec une odeur du fumier comme en témoigne l'un des prisonniers du QMC. L'odeur des plats est plus pestilentielle encore que l'usine de croquettes pour chiens attenante à la prison. Les légumes en boîte qui y sont servis sont périmés depuis 2 ans, mais continuent à être servis. Même chose pour les desserts systématiquement périmés depuis plusieurs jours. Bien entendu, il ne vient pas à l'esprit du personnel de l'administration pénitentiaire d'avoir la décence de resservir une autre gamelle saine dès qu'un prisonnier se retrouve confronté à l'une de ces gamelles au fumier. De nombreux prisonniers se retrouvent donc à ne pas être en mesure de se nourrir. Le risque est d'autant plus grand que dès que l'on tombe malade à cause de la gamelle, il n'y a aucun docteur disponible pour apporter le moindre soin. Et bizarrement, lorsque des prisonniers, pour alerter sur leur situation, écrivent à leur avocat-avocate, en principe sous pli confidentiel, les courriers disparaissent dans la nature. Même chose pour les appels aux avocats-avocates qui semblent étrangement fuités. La chef de la cantine est clairement responsable de tels dysfonctionnements. Le fait qu'elle bombarde ses gamelles à l'arôme de purin, d'épices, chelou ne change rien à la teneur du plat. Et comme plusieurs prisonniers l'ont constaté eux-mêmes, en plus, madame se permet de toucher la bouffe sans gants, elle se gratte les fesses, puis trempe ses doigts dans les plats. Livrer de tels repas aux prisonniers est absolument indigne, en plus d'être particulièrement dangereux. Instaurer un climat de pression à l'encontre des prisonniers souhaitant alerter les avocats, avocates et juridictions compétentes est intolérable. Il devient urgent que cela cesse immédiatement. Nous appelons toute personne choquée par la situation actuelle à appeler la prison au 04 70 35 15 00 ou à leur adresser du courrier à la direction du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure au 21 rue de Millepertuis, boîte postale 24 03 401 Yzeure Cedex. Signé des proches de prisonniers à Moulins. Voilà, ce communiqué, c'est quand même affligeant. Enfin, ça fait flipper. Oui. Mais surtout, j'ai l'impression que les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas confrontés à la prison dans le quotidien, se rendent pas du tout compte de ça.
en fait, de ce niveau de dépendance par rapport à l'administration et en fait de ce genre de vexation, ce genre d'humiliation qui peuvent être mises en place par l'administration, ou en tout cas sans que l'administration réagisse, et qu'en fait, enfin, pour moi, ça résume bien la condition des prisonniers, en fait, de toute façon, c'est les gens, c'est le rebut de la société, et du coup, voilà, ils mangent de la merde, ou ils mangent pas, tant pis, libre à eux, finalement. Voilà, je trouve ça vraiment choquant, en vrai. Ouais, carrément. D'autant plus quand déjà de base les prisonniers disent que la gamelle est dégueulasse. Là c'est quand même un truc encore plus grave, quoi, genre d'avoir de la nourriture périmée en plus de base une nourriture de merde. Enfin, c'est hardcore. Oui, puis je pense que c'est vraiment la conséquence du fait que personne ne se préoccupe à l'extérieur de ce qui se passe dans les prisons. Et c'est pour ça aussi que les conditions se dégradent. Et je pense qu'à l'extérieur, les gens ne se sentent pas assez concernés. Mais je pense, d'ailleurs, du coup, il y a le numéro de téléphone. Peut-être tu peux le redonner qui est à la fin du truc. Je trouve que, en fait, appeler ces gens-là, enfin là, en plus, c'est le 1er mai, personne ne travaille, on est un peu au calme. Et on peut les appeler. Enfin, de toute façon, là, le standard de la prison, ils sont quand même obligés de répondre. Et on peut appeler tout le week-end. Enfin, voilà, essayer de faire pression et de dire, mais c'est quoi ce délire, en fait ? Oui, donc n'hésitez pas à appeler au 04 70 35 15 00. Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose ? Non, j'ai l'impression que le communiqué parle de lui-même. Alors, on n'a qu'à passer au son. Je viens de là où tous ceux qui ont gâché leur vie sont des braves. En tirant sur ces fils de pute. Pas la même méthode, tous le même but. Pas les mêmes terrains, tous le même pédo. Tous la même moto. Qui fera les mêmes mères endeuillées. T'es rentré à 20, t'es sorti à 38 piges. Ton co-détenu a fait 33 biges. T'étais tout seul des arrivants au mitard, donc t'as évité toutes les bises. Bonhomme, quoi qu'on en dise, avenir gâché pour futilité. Tu connaissais les risques, certains diront que c'est bien mérité. C'est bien mérité. Détruit par la tôle, la bédave. Dans toute sa ville, il est rodin. Des années de violence et de bicrave. C'est celui qu'on appelle le brave. Les parloirs, le mitard, les années de cellules l'ont tué. Son jugement remonte à loin. Il se souvient des larmes de sa mère. Il a vécu l'enterrement de son père menotté. Te s'en va même sa bien-aimée. Elle a tenu 6 piges avant de dire qu'elle en pouvait plus. Il lui a dit je t'en veux pas et merci d'avoir tenu aussi longtemps. J'espère que parfois tu penseras à moi. Dehors tout le monde m'a oublié, mis à part toi. Apparemment y'a le temps, y'a pas que la mort qui sépare. Si c'était à refaire je sais pas. Que Dieu nous préserve des arrivants et c'est pas. Tout ça pour obtenir le terrain et c'est pas. Détruit par la tôle, la bédave. Dans toute sa ville il est rodin. Des années de violence et de bicrave. C'est celui qu'on appelle le brave. Détruit par la tôle, la bédave. Dans toute sa ville il est rodin. Des années de violence et de bicrave. C'est celui qu'on appelle le brave. Vous êtes de retour dans Casse-Muraille et on vient d'écouter Haeckel, le brave. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Alors pour continuer l'émission, on a réalisé un montage à partir de la conférence qui s'est tenue lors du festival Anticra, organisé par Colère. Pour rappel, Colère, c'est la coordination contre l'enfermement des étrangers étrangères, autrement dit le regroupement de différents partis, syndicats et organisations de gauche qui s'allient pour s'opposer à la construction d'un CRA à Nantes et plus globalement à l'enfermement des étrangers étrangères pour des raisons administratives. Donc c'est d'ailleurs une des limites de notre entente idéologique avec Colère, puisqu'à Casse-Muraille, on refuse tous les enfermements, qu'ils relèvent d'une condamnation pénale ou d'une situation administrative. Ça ne nous empêche pas d'avoir choisi de diffuser la première table ronde du festival,
Elle était intitulée « La fabrique des étrangers étrangères ». Elle était animée par Pauline Michevant, qui est journaliste à Politis et qui travaille plus spécifiquement sur les questions de frontières et de répression des étrangers étrangères. Il y avait aussi Azumane Sissoko, membre de la Marche des Solidarités et du collectif Sans Papier 75. Mamadou du collectif Sans Papier 44 et Karine Parot, qui est chercheuse et militante au GISTI, le groupe d'info et de soutien à tous les immigrés. Alors, si les termes du débat ne concernent pas directement l'enfermement des étrangers étrangères à proprement parler, on voit du sens à parler de cette question de la fabrique des étrangers étrangères, car c'est ce qui détermine leurs conditions de vie dans ce qu'on peut appeler la forteresse Europe, cette institution qui différencie le statut de ses différents habitants-habitantes et qui fixe ainsi qui a le droit d'y vivre et dans quelles conditions. Ainsi, dans la pure tradition coloniale européenne et à la suite du Code noir et du Code de l'indigénat de l'Empire français, les institutions continuent de trier les corps et les vies, révélant le racisme qui les constitue et qui a permis à l'Europe de s'enrichir via l'exploitation généralisée des humains et des ressources terrestres et de dominer et régir le monde entier. L'enfermement des étrangers étrangères doit donc être vu comme une pierre de ce système et c'est à ce titre que nous souhaitons le combattre. Bonne écoute. Bonjour, ça me paraissait important de faire cette première table ronde sur la fabrique des sans-papiers pour comprendre à la fois comment les changements législatifs mais aussi l'évolution des pratiques des préfectures parfois hors la loi pouvaient faire basculer des gens d'une situation régulière vers une situation irrégulière et restreigner les droits. Et du coup, pour ça, je vais poser ma première question à Azumane Sissoko, qui lutte au sein de la CSP 75 depuis maintenant bientôt 25 ans. Et je voulais te demander, toi, tu es arrivé dans le contexte au début des années 90 où c'était la loi Pasqua sur l'immigration. Quels ont été les faits de cette loi et comment les circulaires qui ont suivi ensuite ont modifié la possibilité pour les gens de se régulariser? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Azumane Sissoko de la Marche des Solidarités, mais aussi de la coordination 75 des sans-papiers. Moi, je suis arrivé le 1er septembre 1993, en pleine discussion du droit du sol, par le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle Sal Pasqua. Donc c'était le mois où ils ont supprimé le droit du sol, c'est-à-dire une personne qui est née de 2 étrangers avec ou sans papier, et tout de suite est reconnue comme français. Et ça a été supprimé au moment où j'ai posé mes valises au foyer du père Lassé, où Alassane Diarra a été tué. Voilà, donc quand je suis arrivé, tout de suite j'ai demandé l'agile, ça n'a pas marché. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à travailler, comme j'ai déjà été à l'école au Mali, jusqu'au lycée, donc j'ai le français facile de parler. Du coup, je n'ai pas eu de problème de travail ici. Et moi, par rapport à la fabrique des sans-papiers, pour moi, les autorités ont une grande part de responsabilité. Avant même d'arriver en France, les gens qui venaient d'arriver dans les années jusqu'à 90, quand ils demandent l'asile, il y a l'autorisation de travail dans le récépissé de demande d'asile. Ça a été supprimé par la gauche en 91, 90, 91 je crois, mais les camarades vont me corriger. Et c'est le début de la fabrique des sans-papiers. Parce qu'ils ont pensé qu'une fois que les gens régularisaient, quand on mettait autorisé à travailler dans le récépissé de demande d'asile, les gens ils vont avoir un contrat, ils vont travailler et c'est difficile de refuser de renouveler le récépissé. D'où le fait de supprimer la notion d'autorisation à travailler à partir des années 91-92. Donc nous qui sommes arrivés 1 ou 2 années après, les demandes d'asile sont barrées au milieu, le récépissé est supprimé, on n'autorise pas à travailler. Mais ça ne m'a pas empêché de trouver du travail et continuer à me battre. Et pour arriver un peu plus tard dans la lutte des sans-papiers, avec les hauts et les bas, j'ai été arrêté en 1997, au moment où Jospin avait été en tête au premier tour des législatives de 1997 après dissolution. Debré a mis le turbo, comme on dit, a commencé à arrêter massivement les gens et les expulser. Je faisais partie de ceux qui sont arrêtés au soir du premier tour des législatives après dissolution à Poissy. J'étais au centre, à la maison d'arrêt de Versailles, je suis resté 5 jours et à la veille du second tour
Ils ont essayé de m'expulser, ils n'ont pas pu. Et je suis retourné en garde à vue à nouveau. C'est en garde à vue, j'ai entendu que la gauche plurielle a gagné. Donc c'était la lutte des sans-papiers a commencé à Saint-Bernard jusqu'à l'évolution de ça où Jospin est devenu Premier ministre. Après, ça a continué jusqu'aux élections. Donc pour moi, la circulaire événement a mis une autre couche. Parce que dans la circulaire événement, c'est marqué tous ceux qui sont enfants depuis de longue date. Ça veut dire quoi longue date? Donc quand on pose la question à la préfecture, ils nous disent visa long séjour, ça commence à 6 mois. Mais ceux qui sont en France cette année-là, qui ont fait la demande de régularisation, qui sont là depuis 5 ans, n'ont pas été régularisés. Plus de 5 ans, oui. Quelques personnes ont été régularisées. Pour faire court, la moitié ont été régularisées, l'autre moitié sont bloquées, donc sont devenus des sans-papiers. Ensuite, on a continué à se battre. Il y a eu les années 2002 avec la basilique de Saint-Denis, où on a eu quand même des ouvertures entre guillemets de la droite. La droite, Sarkozy, qui a donné l'instruction à tous les préfets de France de recevoir tous les collectifs qui sont organisés avec l'appui du curé de la basilique de Saint-Denis, avec le président de la LICRA à l'époque, qui s'appelle Patrick Gobert, qui nous a reçus avec Grand, qui était le directeur du cabinet de Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui a donné ce ordre à tous les préfets de nous recevoir. Donc les luttes ont tourné autour de ça de 2002 jusqu'à l'année dernière, pour être précis, au milieu de 2024, et depuis 2024, tout est bloqué. Donc il n'y a plus de régularisation, les gens ils sont un peu désespérés, certains ils vont en Italie où il y a l'extrême droite qui donne du papier, en Espagne un peu la même chose, mais ici nous on est considéré d'être gouverné par entre guillemets des gens du centre, mais qui ne donnent pas de papier, alors que tous les secteurs en demandent aujourd'hui. Donc c'est ça, pour moi, la fabrique des sans-papiers, c'est ces différents circulaires, c'est ces différents décrets présidentiels ou voire les arrêtés préfectoraux qui incitent les gens à sortir et à se faire recenser auprès de la préfecture, entre guillemets, pour penser qu'ils vont être régularisés, et finalement ils ne sont pas régularisés, ils deviennent sans papier. Et comme en face aussi, pour les expulser, c'est difficile. Parce qu'il faut un laisser-passer consulaire, et si le pays en question n'est pas annulé avec la France, ils ne donnent pas de laisser-passer. Comme ce qui se passe aujourd'hui avec le Sahel, voire avec l'Algérie. Donc voilà un peu la fabrique de ça, c'est ça. Et aussi, récemment, ces derniers temps, il y a la dématérialisation. Dématérialisation qui est là, qui bloque tout le monde, même des gens qui sont là depuis les années 70, qui ont la carte de résident, qui sont à la retraite. Moi, je connais des paquets de gens qui sont là depuis 2 ans, ils n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour. Puisqu'ils n'arrivent pas à le faire en ligne. C'est compliqué, il faut 2 heures pour remplir le document, scanner tout et l'envoyer. Et ça, c'est quand les personnes sont douées en informatique. Tous ceux qui ne sont pas doués, c'est impossible. Mamadou, est-ce que tu peux expliquer, toi, au niveau de Nantes, si tu observes les mêmes choses au niveau des préfectures, et notamment depuis la loi Asile et Immigration de 2024 et la circulaire Retailleau sur les métiers en tension, les changements que ça a provoqué pour la possibilité des gens de se régulariser ou non? Merci beaucoup, bonjour à tous. Je disais effectivement, comme venait de dire mon prédécesseur, actuellement tout reste bloqué, pas seulement à Paris, même en Nantes ici. Et nous avons essayé de faire une démarche pour demander à rencontrer le préfet. Par contre, jusqu'à présent, la réponse n'est pas obtenue. Et du coup, on est souvent en relation avec des avocats et des syndicats pour nous accompagner dans nos différentes démarches administratives, avec aussi quelques associations, avec plusieurs associations en émo. Voilà, mais tout reste bloqué. C'est à travers les marches, je vais un peu amender notre collectif le but de création du CSP. C'est à travers la marche de solidarité qui a été appelée par les CISECO et ses camarades. On a été une fois, et après ça aussi, on a jugé nécessaire, voilà, et dès que j'ai rencontré le camarade, il m'a expliqué comment est-ce qu'ils procédaient pour leur collectif. Finalement, nous aussi, on a jugé nécessaire parce que, pas seulement à Paris, qu'il y a des sans-papiers, même ici à Nantes, il y a plusieurs personnes qui sont là et qui n'ont pas de papiers. Finalement, on a jugé nécessaire de créer le collectif depuis l'été dernier.
Et on a été aussi à Paris pour le 14 juillet, marcher avec eux. Et au retour aussi, le 18 décembre dernier, nous aussi, on a fait notre propre action à Nantes ici. On a marché et après ça, la marche du 10 septembre, le 2 octobre dernier aussi, tout ça, avec le soutien des associations. Vous imaginez, sans les associations, nous les sans-papiers, on reste vulnérables. C'est à travers les bénévoles des associations, les syndicats, les avocats et d'autres militants des différents mouvements qu'on se joigne à eux pour pouvoir marcher. Donc, tout ce blocage, c'est pour nous mettre de la peur et nous empêcher de vivre, nous empêcher de sortir. On reste tout le temps angoissé et quand est-ce qu'on va sortir de cette ornière, ça pose problème. On est là et ça fait plusieurs moments. Et si on parle d'intégration, il y a plein de gens qui ont suivi des cours de français, il y a d'autres qui ont fait des formations, il y a d'autres qui ont étudié, même des étudiants qui sont en blocage de renouvellement de l'étude de séjour, comme disait mon confrère. Voilà, tout ça, ça devient un problème. Un problème, on est là, il y a plein de raisons qui justifient que la présence des uns des autres. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, je ne connais pas le problème de tout un chacun, mais chacun est là, chacun a son propre histoire. Et ici aussi, à chaque fois, la loi qu'on modifie, au lieu de se baser sur d'autres projets, c'est juste sur l'immigration. Et la question qu'on se pose, pourquoi à chaque fois les tests et les lois, les projets, tout le temps est basé pour nous les immigrés? Karine, est-ce que peut-être tu peux revenir sur la régularisation par le travail et le fait qu'on demande aux personnes sans papier de fournir des fiches de paye pour être régularisées alors même qu'elles n'ont pas le droit de travailler avant d'être régularisées, sur aussi comment la loi pousse à l'illégalité. Si tu peux revenir sur ça et peut-être sur les conséquences de la circulaire Retailleau sur les métiers en tension. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Oui, alors c'est vrai que cette circulaire Retailleau sur la régularisation dans les métiers en tension, elle est particulièrement perverse aussi parce qu'elle demande donc aux gens de prouver qu'ils travaillent depuis un certain nombre de temps et dans la circulaire même, il est indiqué que les fiches de paye sont la meilleure preuve, la preuve certaine de la présence en France et du travail. Or forcément, par définition, si les personnes demandent leur régularisation, c'est qu'elles sont sans papier et qu'elles n'ont pas le droit de travailler. Donc, soit les personnes, ce sont des vraies fiches de paye, mais en fait sous un alias, des personnes travaillent avec l'identité de quelqu'un d'autre, ou soit ce sont des fausses fiches de paye, c'est-à-dire des fiches de paye un peu bidouillées avec une imprimante, etc. Et donc, bon, là, on voit toute l'ambivalence des textes et toute l'hypocrisie de l'État. Donc, de mettre, en fait, d'inciter finalement les gens à frauder. Et ça, c'est comme aussi la figure du fraudeur, c'est un élément très important en droit des étrangers, c'est-à-dire que les textes sont tellement stricts et tellement alambiqués et tellement foireux que finalement les gens sont obligés de se mettre au bout d'un moment, parfois, on est obligé de mentir. Je prends un exemple. Quand vous êtes sans papier, ou pas d'ailleurs, mais que vous avez besoin d'être domicilié pour pouvoir, par exemple, déposer une demande de titre de séjour, eh bien, il y a des associations qui sont payées par l'État pour domicilier les gens. Ça fait partie de leur boulot. Voilà, donc vous allez vous faire domicilier dans une association et vous avez comme une sorte de petite boîte aux lettres, quoi. Et donc, grâce à cette domiciliation, vous pouvez déposer une demande de titre de séjour, enfin, essayer parce que c'est effectivement devenu quasiment impossible d'avoir un rendez-vous en préfecture. Mais en tout cas, vous pouvez vous connecter au site internet de la préfecture de Nantes, par exemple. Eh bien, il y a certaines préfectures qui refusent, qui disent « Ah non, si vous avez juste une domiciliation associative, ça ne prouve pas que vous habitez vraiment sur le territoire de la préfecture et donc vous ne relevez pas de notre compétence territoriale. » Ça, c'est totalement illégal. Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, dans le Nord, à Calais, ça se faisait beaucoup. Les camarades, ils demandaient à des gens qui habitaient dans le coin « Fais-moi une attestation d'hébergement, disant que j'habite chez toi. »
pour pouvoir être domicilié et pour pouvoir déposer une demande de. Exemple typique. Et donc, après, il y a des camarades qui se sont fait poursuivre pour avoir fait des fausses attestations d'hébergement. Mais alors là, vous voyez, typiquement, en fait, l'administration a une pratique illégale, et donc on est contraint, finalement, de mentir, de demander une fausse attestation d'hébergement, juste pour pouvoir demander un titre de séjour. Et en fait, le quotidien des personnes sans papier, c'est ça en permanence. Et si vous avez envie d'avoir une petite idée de ça, je vous conseille un ouvrage vraiment que j'ai trouvé excellent d'un mec qui s'appelle Stéphane Lecourant, et ça s'appelle « Vivre sous la menace, l'État contre les sans-papiers », un truc comme ça. Et c'est un anthropologue, et c'est vraiment très, très fin, très sensible, et pendant 10 ans, il a accompagné des personnes étrangères sans papier, et donc il fait une anthropologie de la menace, de qu'est-ce que c'est que vivre sous la menace, c'est-à-dire pourrir la vie des gens en fait. Tout ce que nous on fait, nous on vit, on marche, on va faire ceci, on va faire cela, en fait toute leur vie. Il y en a qui vivent avec plusieurs identités parce qu'ils ont déposé des demandes d'asile ou des demandes de titre de séjour sur différentes identités, ils ne savent plus vraiment quelle identité ils ont. Il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer chez eux, voir leur famille, leurs enfants, alors que s'ils avaient des papiers, ils feraient des allers-retours, ils viendraient, voilà. Et même tout leur imaginaire, en fait, c'est une vie, c'est des vies gâchées, c'est des vies broyées pour rien. Et je veux finir quand même aussi là-dessus, parce que tu as parlé des évolutions, évidemment, elles sont nombreuses, et il y a quand même, en 93, Pasqua, ce qu'il fait, c'est qu'il abroge une disposition qui existait depuis longtemps, et qui comprenait la disposition suivante, c'est que quand une personne peut prouver qu'elle vit en France pendant 10 ans, même en situation irrégulière, au bout de 10 ans, tu pouvais aller demander une régularisation. Elle était quasiment de droit. Donc si tu restais dans les limbes, dans une situation hyper difficile pendant 10 ans, c'est très long 10 ans. Hein. Mais bon, mais ce que je veux dire, c'est que si tu passais à travers les radars pendant 10 ans, après tu allais, tu montrais que tu avais toute ta vie en France depuis 10 ans et tu étais régularisé. Ça, maintenant, ça n'existe plus. Ça veut dire qu'il y a des... Mais pourtant, les gens qui vivent en France sans papier pendant des années, ça existe. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez bien parfaitement dit, il n'y a plus vraiment de porte de sortie pour la régularisation. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, mais c'est ça qui est un peu la nouveauté, parce qu'en fait, ces politiques dégueulasses, elles sont mises en place, disons, dans les années 80, depuis les années 80, et elles ne cessent de s'empirer. Donc il y a deux choses. Il y a une forme de continuité en permanence vers des politiques toujours plus dures, plus répressives contre les personnes étrangères, mais après, quand même, avec des pics, hein, avec des moments forts. Et c'est vrai que 93, c'est un moment particulièrement fort, mais il faut quand même se souvenir que dans les années 60, quand il y avait du boulot, et je terminerai là-dessus, quand il y avait du travail et qu'on était très content que les gens viennent, alors on était plus content dans les années 60 que ce soit des Italiens qui viennent. Ça, c'est intéressant aussi. Dans les années 30, l'italien, c'était le rital indésirable et qu'on pouvait aussi un peu lyncher, etc. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50-60, tout à coup, l'italien, c'était vraiment l'immigré hyper désirable parce qu'il était blanc, parce qu'il était catholique, et que surtout, on voulait de l'italien, du portugais, de l'espagnol, et non pas des Algériens qui, même après les accords d'indépendance, avaient le droit de venir en France. Et donc, dans ces années 1960, les gens venaient avec ou sans papier, avec un visa. Il n'y avait pas encore les frontières n'étaient pas physiquement fermées comme elles le sont aujourd'hui. Donc les gens venaient, parfois en situation irrégulière sans visa, parfois avec un visa touriste. Ils venaient, ils trouvaient du boulot, et après ils étaient régularisés. C'était 80% des gens obtenaient leur titre de séjour comme ça. C'est-à-dire 80% des gens dans les années 60 arrivaient à la préfecture sans papier et demandaient à être régularisés. Et ils étaient régularisés tous. Ça ne veut pas dire que c'était le pays des bisounours, évidemment. Les gens vivaient dans les bidonvilles à Nanterre, dans les foyers Sonacotra étaient tenus par les anciens de l'Algérie, etc. Donc je vous fais pas le coup du bon vieux temps, et puis on balançait des gens dans la Seine, etc. Mais en termes d'accès au séjour, comme il fallait de la main-d'œuvre,
les étrangers étaient toujours régularisés. Alors, suivant une échelle de désirabilité. Hein. Encore une fois, les Italiens très très vite, les Espagnols un tout petit peu moins vite, les Portugais encore un peu moins vite, etc. Et après, évidemment, les indésirables, ça mettait plus de temps. Mais voilà, c'est une constante de cette politique migratoire d'accueillir les gens en fonction des besoins. Et là, comme on considère qu'il n'y a pas de besoin manifeste de main-d'œuvre, on tarit les régularisations. Alors qu'on sait très bien que les personnes étrangères sans papier occupent, ça c'est aussi quelque chose de constant, c'est qu'elles ont toujours occupé les métiers les plus difficiles, les moins bien payés, les plus dangereux. C'est-à-dire que le marché du travail est hyper sectorisé, segmenté. Et donc, les patrons sont toujours contents d'avoir des sans-papiers pour occuper ces emplois-là. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. La vie c'est profiter de chaque moment. J'aimerais le faire mais je sais pas comment. Dans un gamin je tiens les commandes. Une main sur le volant, une autre sur ses collants. Je lui raconte ma vie, je lui dis que je viens d'un endroit ignoble où les anges ne rentrent même pas, où les frères d'une même mère peuvent s'entretuer pour une gadji ou une quicheta. J'aimerais changer mais je sais pas comment. Je reviens de loin comme un tirailleur. Mon cœur est vagabond, j'écris des chansons, je nourris l'espoir de partir ailleurs. Mon frère je t'aime, mais si tu m'ais pas, tu peux finir en psychiatrie. Même si tous les jours on vit la zizanie, on n'est pas si happy. Sale, money, que j'encaisse, illicite, gang. Je reste qu'avec mon gang, blédard, armé, on m'appelle Chili Gang. À force de traîner dans des sales histoires, j'suis devenu un peu dingue. Fais pas le héros, ici tout le monde a des flingues. Mon bébé me dit que j'suis un petit crack, mon bébé me dit que j'suis un petit crack. Parce que je veux le monde comme Genshin Khan, parce que je veux le monde comme Genshin Khan. Mes frérots vendent la poudre qu'ils se mettent dans le nez. J'ai pas choisi l'endroit où je suis né, l'endroit où je suis né. C'est eux contre nous contre le monde. Qu'est-ce qui me prend? Je cours après des talles que j'emporterai pas dans ma tombe. Oh. Prisonnier de mes rêves, prisonnier de mes sentiments. Je serai libéré de tout ça le jour du châtiment. Un peu de haine, un peu de peine. Je porte un gilet pare-balles car c'est pas les mots qui atteignent. Qu'est-ce qui est vrai, ce qui est faux? Est-ce que je dois croire à chaque je t'aime? Mon cœur tourne pas, je dois corriger le système, oh non. Je rentre capuché à l'aube, maman s'inquiète, elle aimerait que je fasse des études. Mais moi je suis borné, je cours après mes thunes. Un peu médecin, je sens mes blessures. J'ai pas le choix, moi. J'ai pas le choix, moi. Sale, money, que j'encaisse, illicite, gang. Je reste qu'avec mon gang, blédard, armé, on m'appelle Chili Gang. À force de traîner dans des sales histoires, j'suis devenu un peu dingue. Fais pas le héros, ici tout le monde a des flingues. Mon bébé me dit que j'suis un petit crack, mon bébé me dit que j'suis un petit crack. Parce que je veux le monde comme Genshin Khan, parce que je veux le monde comme Genshin Khan. Mes frérots vendent la poudre qu'ils se mettent dans le nez. J'ai pas choisi l'endroit où je suis né, l'endroit où je suis né. الآلام الذي تتحمله اليوم هو الثمن الذي تدفعه للنجاح غدا. الميزيريا عشناها، الفقر عشناه، هادشي علاش ولينا قباح والسموحات. Et voilà, du coup, c'était L'endroit où je suis né de Zamdan. Et on arrive déjà à la fin de l'émission pour cette semaine. La semaine prochaine, on vous diffusera la fin de la conférence et les interventions du public. Voilà, on va vous laisser là-dessus. Gaël, tu veux bien rappeler les contacts ? Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez nous contacter si vous avez des choses à dire sur la prison, si vous êtes prisonnier ou si vous avez des proches qui sont prisonniers. C'est possible de nous appeler au 07 82 98 43 59. Et c'est aussi possible de nous envoyer du courrier à Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes.
Eh ben, merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Force aux enfermés. Ouais, à la semaine prochaine. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.